Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Bonjour et bienvenue en Touraine. C'est l'inventeur du roman moderne, Honoré de Balzac, que nous allons suivre au fil des lieux qui ont émaillé sa vie. Il était viscéralement attaché à son terroir. Dans son œuvre, il n'a cessé de chanter les louanges des paysages tourangeaux. C'était un forçat de travail, capable d'écrire 15 à 16 heures par jour d'affilée, à coups d'œufs durs et de café. Mais il était heureusement capable de plus grandes agapes, des agapes même rabelaisiennes. Pour lui, la comédie humaine se jouait également à table. Alors, nous allons tâcher de savoir ce qu'il mangeait, mais surtout ce qu'il était. Tous les hommes mangent, mais très peu savent manger, note Honoré de Balzac en 1830 dans son ouvrage Physiologie gastronomique. Un livre très inspiré de la physiologie du goût, écrit par le grand gastronome Anthelme Brillat-Savarin, que notre artiste admire. Le jeune Honoré, qui naît en 1799, passe une enfance en Touraine ni joyeuse ni gourmande et qui s'installe dans la capitale avec sa famille en 1814, naviguera toute sa vie entre les nourritures parisiennes et tourangelles. L'écrivain aime opposer le gastronome au glouton qui mange selon lui sans méthode, sans intelligence et sans esprit. Pourtant, il y a deux Balzac mangeurs, celui qui se nourrit frugalement quand il écrit et fait sa cuisine littéraire, comme il dit, et celui qui court les restaurants et engloutit tout à l'excès, huîtres, volailles, desserts et fruits, une fois son manuscrit terminé. Dans son œuvre littéraire, qu'il entame en 1828, après avoir été journaliste puis tenté par l'édition et l'imprimerie en vain, Balzac dresse une topographie sociale de la table. Plus de 40 restaurants sont mentionnés, des pensions modestes comme l'honnête Flicoteaux aux prestigieux restaurants de l'époque comme le Rocher de Cancale ou encore Véry. C'est la première fois que la table entre en littérature. La salle à manger devient un lieu romanesque et les dîners en ville ou en famille des scènes de mœurs. Celui qui est considéré aujourd'hui comme le père du mouvement réaliste et du roman moderne ne sera jamais reconnu ni reçu par l'Académie française. Mais qu'à cela ne tienne, car pour lui, s'il y a quelque chose de plus triste que le génie méconnu, c'est l'estomac incompris. Monsieur Balzac, je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. À présent, nous allons aller préparer le plat principal de notre repas balzacien avec un personnage qui ne pourrait que nous éclairer sur la vie de Balzac. Il s'agit d'Yves Gagneux. Il dirige la maison de Balzac à Paris. Il est féru de cuisine et, après avoir bien réfléchi au sujet, il nous propose une perdrix aux truffes. Il semblerait que Balzac appréciait beaucoup le gibier, les oiseaux, mais aussi les truffes, évidemment. C'est lui qui va nous expliquer tout ça.
Bonjour Yves. Bonjour Julie. Vous êtes avancé. Oui, mais vous arrivez à pic pour me donner un coup de main. Ah bah très bien, volontiers. Je me mets avec vous. Alors on prépare une perdrix aux truffes. Des perdreaux truffés, exactement, en hommage à Balzac. Et la truffe, parce que la truffe, au 19e siècle, c'est un champignon extraordinairement commun. C'est ce que j'ai compris, mais ça m'a étonné d'ailleurs. Commun, mais comme un champignon de Paris? Pratiquement comme un champignon de Paris. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est raréfié? La forêt a cessé d'être entretenue, or la truffe a besoin de lumière. Et du coup, la production de truffes, qui était d'environ 1000 tonnes par an, est passée à 25 tonnes. Et du coup, c'est devenu inabordable. Mais au 19e siècle, ça n'était pas. Donc Balzac a connu les perdreaux truffés. Ça reste un plat de riche. Oui, parce que la cuisine, notamment chez Balzac, mais pas seulement, est un, comme on dirait aujourd'hui, un marqueur social. Hein, c'est ça. Ah, complètement. On juge les gens et les milieux à ce qu'ils mangent. Dites-moi où vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Allons-y. Yves émince une échalote et je viens en renfort en préparant carottes et navets. Et alors vous, si j'ai bien compris, vous êtes aussi à l'aise dans votre cuisine que dans votre musée. Je suis bien dans les deux endroits. Vous avez même écrit sur le rapport entre nourriture et littérature. Oui, les écrivains français ont énormément écrit sur le repas. Ils expliquent vraiment que c'est le décor, c'est le cadre, c'est le savoir-vivre, c'est la conversation, c'est la façon de s'habiller. C'est un tout. Et ça, Balzac, évidemment, y est très sensible. Yves se met à découper la truffe en fines lamelles pour les placer entre la peau et la chair de ses perdreaux. Idéalement, cette opération-là se fait la veille, comme ça la truffe, qui est un champignon extraordinairement odorant, a le temps de parfumer pendant toute la nuit le perdreau, et quand on le fait cuire, c'est un vrai bonheur. Et là, la truffe sera protégée par la peau, mais en même temps, elle sera au contact de la chair. Vous dirigez le musée Balzac à Paris. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour Balzac? C'est un écrivain universel, il parle de l'être humain, et c'est à ce titre-là qu'il faut le lire. Il avait une intuition absolument incroyable, c'est quelqu'un qui a eu des idées vraiment dans tous les sens. Il a vécu 1000 vies. Il a vécu 1000 vies, et surtout il a vécu même 2500 vies, puisqu'il y a 2500 personnages dans la comédie humaine. La comédie humaine, en sachant qu'il n'a pas écrit que la comédie humaine. Et c'est assez phénoménal quand on discute avec des spécialistes, que ce soit en psychologie, en archéologie, etc. Tout le monde va expliquer que Balzac est pratiquement le père spirituel de leur discipline. Ah bon? Les archéologues considèrent... Une sorte de Léonard de Vinci du 19e siècle. D'une certaine manière. Yves poursuit son récit sur l'auteur de La peau de chagrin et d'Eugénie Grandet, tout en réservant les dernières brisures de truffes et en préparant quelques navets. De mon côté, je tranche du pain en prévision de la farce des perdreaux, puis je hache en petits dés des gésiers et des foies de volaille. Il se fait appeler Honoré de Balzac, mais finalement, au départ, il n'a aucune particule. Dans un premier temps, ses œuvres, il va les signer Balzac, et très vite de Balzac, en considérant qu'il peut être un aristocrate, il a droit à la particule, parce qu'en tant qu'artiste, il fait partie des princes de la pensée. Il anoblit la littérature, finalement, c'est ce qui doit se dire. Il était très gourmand, glouton... Balzac, globalement, mange assez peu, mais de temps en temps, quand il en a l'occasion, il va manger énormément. Ses amis, qui donc parfois d'ailleurs sont invités chez Balzac, et s'étonnent un peu de la façon dont ils sont reçus. On va dire, voilà, Balzac, c'est formidable, il a découvert en argent, mais il a oublié le pain. Ou Balzac nous a servi des breuvages, mais des breuvages absolument extraordinaires. Chaque vin avait son histoire, il la raconte avec une fougue, avec un feu, une chose phénoménale. Il met l'histoire partout, quoi. Exactement. Il enjolive tout. Et donc, ce que disent ses amis, c'est qu'en fait, les papilles protestent parce qu'elles ont affaire à des saveurs acides qui n'ont rien à voir, mais l'histoire est tellement belle que voilà, ils s'y font. Et ça, c'est Balzac qui va transfigurer les breuvages par les mots. Et après, les breuvages essaient de suivre, mais ils ont du mal. Alors, je viens à bout des foies. On va les mélanger avec les truffes, avec le pain, les morceaux de gésier, fragments de truffes, le pain de mie et un peu d'échalote que je vous ai déjà versé dans le saladier. Voilà. Yves verse une bonne rasade de cognac pour humidifier la farce et je malaxe le tout à la main. Une fois la farce assaisonnée de sel et de poivre, nous commençons à garnir nos perdreaux. Notre recette que le célèbre auteur a décrite dans au moins 3 romans rappelle à Yves une fameuse anecdote de l'insatiable Balzac. On a un récit tout à fait à charge qui a été fait par un ancien éditeur de Balzac, donc il invite Balzac. Balzac arrive, l'éditeur est malade, donc va se contenter d'une aile de poulet rôti, et Balzac, lui, va commander une centaine d'huîtres, va commander une sole, un canard, 2 perdreaux, et les entremets, etc., les vins les plus fins, et tout ceci va être englouti, dévoré, pour la plus grande sidération des autres personnes qui sont dans le restaurant, et Balzac part royalement en laissant l'addition à la personne. Donc Balzac aurait mangé beaucoup, et donc des perdreaux, entre autres, et je vais chercher du lard pour barder. Pour barder nos petites bêtes.
Notre spécialiste en littératures et belles nourritures enveloppe le petit gibier d'une fine tranche de lard. C'est l'opération la plus délicate. En parallèle, je taille en bâtonnets les légumes d'accompagnement que l'on confiera en les laissant mijoter une vingtaine de minutes dans du gras de canard. Il n'y a pas de main morte, graisse de canard, j'aime bien ça. Alors maintenant, nous allons procéder à la cuisson des perdreaux, en commençant de préférence par la barde de lard. Comme ça, la barde est ensuite bien rigide et elle ne risque pas de partir. Donc là, il faut les faire saisir à feu vif, hein, quand même. Oui, il faut vraiment les dorer dans un premier temps. De mon côté, je complète les légumes d'accompagnement en saisissant à la poêle de gros quartiers de champignons de Paris que j'intègre aux carottes et aux navets en train de confire dans la cocotte. Alors, je vais déglacer avec un peu de cognac ou d'armagnac. Voilà. Je vais baisser. Alors attendez, comme ça peut-être. Je vais baisser le feu et je vais rajouter du vin. Vin blanc. Yves arrose la viande du jus restant dans le bocal des truffes, ainsi que de dernières brisures pour l'aromatiser un peu plus. On va laisser cuire comme ça 25 minutes à peu près. Bon, je crois que j'ai la recette bien en main. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Pour ça, il faut noter les ingrédients sur mon petit carnet. Pour retrouver le goût des perdreaux truffés de Balzac, munissez-vous de 4 perdreaux vidés non bridés, de 2 foies et de 2 gésiers de volaille, de 2 échalotes, 3 carottes, 2 navets, 1 poire, 3 tranches de pain de mie sans croûte, 250 g de champignons de Paris, 200 g de graisse d'oie ou de canard, 4 tranches de poitrine fumée, 10 centilitres de cognac et 10 centilitres de vin blanc sec. Alors, tout se passe bien, Yves? Mais tout se passe bien, j'ai rajouté les poires pendant ce temps-là. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir Isabelle à Sachet. Sachet, c'est l'autre lieu consacré à Balzac en France, le château de Sachet. Allez-y. Ah bah oui, j'y vais de ce pas. Merci. Et puis alors, du coup, vous allez nous servir tout ça à notre repas de fin de balade? Voilà, je surveille pour que tout se passe bien. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Yves. À bientôt. J'avais 18 ans, tout juste quittant ma ville. Sur les conseils d'Yves, je me rends à Sachet afin de découvrir le château que Balzac affectionnait tant et où il a séjourné régulièrement lors de ses passages en Touraine de 1828 à 1845. France, que ton Rastignac n'est qu'au Balzac. De ma concurrence, de ma concurrence. Isabelle Lamy, qui est responsable du site depuis 13 ans, va m'en dire un peu plus sur le quotidien et les rituels du romancier. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. Alors nous voilà dans le fameux château de Sachet, le musée Balzac. Oui, bienvenue. Merci. C'est vous qui en êtes la responsable. Tout à fait. Je me recule un peu pour voir le bâtiment. Alors c'est un château, logis, qui appartenait à l'un de ses amis, c'est ça, des amis de la famille? Oui, Jean Margonne. Jean et Anne Margonne étaient propriétaires de ce château et Balzac avait fait leur connaissance lorsqu'il était tout petit, pendant son enfance à Tours. Ensuite, Balzac va devenir parisien, mais il va prendre l'habitude de revenir régulièrement en Touraine et l'un de ses points de chute favoris, ce sera le château de Sachet, propriété des Margonne. On peut découvrir l'intérieur du Mais château? volontiers. Et du musée, puisqu'aujourd'hui c'est un musée. Tout à fait. Entre ces murs, l'écrivain a travaillé sur une dizaine d'œuvres, articles, contes, romans, et y a même rédigé le premier tiers des Illusions perdues, en 3 jours. Isabelle me mène dans l'une des pièces principales du château, une cossue salle à manger au style typiquement 19e. Ce papier peint en trompe-l'œil, la néoclassique, il existait déjà du temps de Balzac? Alors oui, tout à fait, Balzac l'a bien connu, puisque c'est un papier peint qu'on date de 1805-1810, et il écrit à Sachet le manuscrit du Père Goriot. Et dans ce manuscrit, Balzac fait la description du papier peint du salon de la pension Vauquer. Et on pense que ce papier peint de Sachet a inspiré Balzac pour décrire la scène de festin. Donc là, on a imaginé, nous, une table qui est en train de se dresser pour accueillir Honoré de Balzac. Est-ce qu'à travers ses œuvres, ses écrits, ses courriers, on sait à peu près ce qu'il a goûté ici, ce qu'il a apprécié? Il y a une lettre qui est assez drôle, où Balzac parle à un moment donné des sauces que lui prépare le cuisinier de Sachet. Il les qualifie de républicaines. Alors, on est en 1848, voilà, c'est au moment sensible. Voilà, où il y a des événements à Paris. Et Balzac parle plutôt du vin qu'on lui sert à Sachet, et loue en particulier le bon Vouvray, le vin moelleux que lui appréciait.
La salle suivante est étonnante, un atelier d'imprimerie reconstitué pour témoigner du premier métier d'Honoré de Balzac. Pendant 2 ans, il a été prote, c'est-à-dire chef d'atelier. Il avait sous ses ordres 36 ouvriers. Cette expérience d'imprimeur va beaucoup le servir au quotidien parce qu'il va savoir précisément ce qu'il peut demander aux imprimeurs. Et il va leur demander beaucoup, non? C'est ça? Beaucoup. C'était un vrai calvaire de travailler avec Balzac parce que Balzac écrivait en imprimant. Pour certains passages, on peut avoir 7 à 8 corrections. Il s'est épuisé à ce travail incessant, à ces corrections, à cette remise en question permanente finalement de son œuvre. Il a été obligé au bout de 2 ans de revendre cette imprimerie parce qu'il était acculé d'une dette monumentale. Et pour me montrer la difficulté de la tâche, Isabelle me fait une démonstration des techniques d'ancrage et de pressage de l'époque. Et elle me réserve une surprise. Et voilà. C'est joli, merci, magnifique. Avec en prime le portrait de notre cher Honoré. Enfin, je découvre la pièce la plus intime, la chambre, qui était aussi le cabinet de travail de Balzac, où sont nés tant de chefs-d'œuvre. Donc il faut imaginer un Balzac qui va être ici plongé pendant plusieurs heures dans son travail d'écriture. Jusqu'à 15 heures, 16 heures par jour, c'est ça? C'est ça, et à grand renfort de café. Le café, c'est vraiment le carburant de Balzac, c'est ce qui va lui permettre de tenir. Et il en parle dans sa correspondance, mais également dans un ouvrage qui s'appelle Le Traité des excitants modernes. Son petit déjeuner favori, également détaillé dans ses courriers, est composé chaque matin d'un œuf à la coque, de tartines beurrées, de poires dont il raffole et de l'incontournable café. Il avait pris cette habitude de faire un mélange de 3 grains de café, le moka, le bourbon et le martinique. Donc il essaye plein de recettes différentes. Dont l'infusion à froid. Ce qui est amusant, c'est que cette infusion à froid dont il vante les mérites, aujourd'hui, elle est devenue très à la mode. Il est vraiment très précurseur. Balzac s'amusait également à faire le café à la De Bellois, ancêtre du café filtre. Une version bien dosée, 15 grammes de café pour une tasse et sans sucre. Alors il est moins concentré qu'un expresso aujourd'hui, mais il est effectivement beaucoup plus fort qu'un café filtre. À quoi on pourrait le comparer? Mais le goût est agréable. Oui. Même pour quelqu'un qui n'est pas très porté sur le café, je trouve qu'il est réussi. J'ai donné rendez-vous à Isabelle pour notre banquet balzacien. Mais pour que celui-ci soit digne de ce nom, je dois avant tout préparer la suite du menu. Pour le dessert, nous avons choisi une pâtisserie emblématique de la région, très ancienne, mais redécouverte il y a peu, le nougat de Tours, appelé également un gâteau de voyage. C'est Martine qui va nous le confectionner. Et Martine Dutheil va revisiter ce gâteau en utilisant l'une des confitures produites dans la famille. Car depuis 2015, les frères et sœurs Dutheil ont développé à Chinon une gamme de 120 recettes de confiture artisanale qui évoluent au fil des saisons. Laurent, son frère, s'est même inspiré des goûts de Balzac pour créer une confiture aux saveurs de café, bien sûr, et de poire, l'autre péché mignon de l'artiste. Bonjour Jean-Charles, tu vas bien? Bonjour Laurent. Ça va, c'est bien. Je viens chercher, comme d'habitude, des poires conférences. D'accord. Il m'en faudra bien 5 bons kilos, 6, allez? Comme d'habitude, juste Oui, à point. la belle. La belle, voilà. Et alors on m'a dit que lorsqu'elle était brune comme ça, c'était bon signe généralement pour la Là, conférence. elle est tournante, ça va être bonne affaire celle-ci, toi. Voilà. Alors, oui, allez, encore 2, 3. Et on est à 6 kilos. Voilà Laurent. Très bien. Merci, j'ai plus qu'à aller travailler. Laurent profite du beau temps pour réaliser sa production du jour dans le jardin de la maison et préparer les poires conférences, une variété plus que centenaire. La Touraine a cette chance, c'est le jardin de la France, et il trouvait tout ce qu'il voulait ici pour les plaisirs de la table, de la chair. Donc là, je travaille les poires simplement pour préparer une confiture qu'on appelle l'instant Balzac. Donc on a créé cette confiture à base de poires, un des fruits qu'il adorait, le café, l'ingrédient la boisson préférée de Balzac, et puis les épices qui étaient très en vogue au début du 19e siècle à nouveau. C'est en cuisine que se déroule la suite des opérations. Laurent va faire macérer les fruits dans du sucre pendant 18 heures afin que le jus soit bien absorbé, avec du jus de citron qui va favoriser l'effet gélifiant de la pectine présente naturellement dans le fruit. On n'écrase pas trop les fruits, parce qu'en fin de compte, il faut avoir des morceaux aussi dans la confiture, c'est important. Puis il lance la cuisson d'une fournée de poires déjà confites, en portant le tout à ébullition à 90 degrés. Pour trouver l'inspiration des recettes, c'est extrêmement facile. Il suffit de lire, d'écouter et de faire travailler sa mémoire olfactive. C'est le plus important.
La poire se marie avec beaucoup d'éléments. Le café va fort bien avec les épices. La poire et les épices, c'est super. Tout en surveillant et en augmentant progressivement la température de sa bassine, Laurent écume sa préparation pour en retirer toutes les impuretés. Là, on a de belles bulles, c'est-à-dire qu'on est largement au-dessus d'une centaine de degrés. Alors là, on est presque rendu à la fin de la cuisson. Je prélève quelques louches de la préparation, auxquelles je vais ajouter les épices, chères à Balzac, bien évidemment. Un savant mélange de cardamome, de cannelle, de badiane et d'anis en grains. À ce stade de la cuisson, je vais incorporer l'extrait de café. Laurent le réalise lui-même en mélangeant du café soluble bien concentré à du caramel à blanc et à de l'eau. C'est extrêmement puissant, hein. Donc je pense que c'est bon. Il manque juste une toute petite chose. C'est la chose que Balzac adorait après le repas, c'était l'eau de vie de poire. Mais juste un peu, hein. Ça va réveiller la poire, ça va la sublimer encore mieux. Et là, maintenant, on peut mettre en pot. Voilà, la confiture est prête pour Martine et Julie. À moi de sublimer cette création confiturière en préparant une pâtisserie avec Martine. Bonjour Martine. Ah, mais c'est une cuisine très agréable. On sent qu'on y passe du temps et on y travaille. Alors moi j'ai rapporté la confiture de votre frère, l'instant Balzac, l'a bien nommé. Et je crois qu'autour de ça, vous avez eu l'idée de réinventer le Nougat Tour. Tout à fait. Le Nougat Tour est un gâteau que j'apprécie énormément. C'est un gâteau qui date, on va dire, de la Renaissance, qui est revenu, on va dire, au goût du jour au 19e siècle. C'est une pâte sucrée avec une confiture d'abricots, des fruits confits macérés dans du kirsch, on peut mettre. Et après, vous avez une macaronade dessus. Et donc, nous, on va sensiblement faire la même chose, si ce n'est qu'au lieu de la confiture d'abricot, on va mettre la confiture de poire au café. Tout à fait. Et que plutôt que de mettre des fruits confits qu'on choisirait d'une façon aléatoire, on va prendre la poire tapée. La poire tapée. Des poires déshydratées artisanalement, une spécialité historique de la région. Nous préparons en premier lieu la pâte sucrée, en amalgamant 100 g de farine, un œuf, 25 g de sucre glace et 50 g de beurre tendre coupé en dés. Puis Martine débute la réalisation de la macaronade en séparant les blancs des jaunes de 4 œufs. Et alors, outre vos qualités culinaires et pâtissières, vous vous intéressez beaucoup à Balzac. Il fait partie des personnages qui ont marqué la région. Oui, et qui accompagnent vos vies à tous. Voilà. Quand vous faites la visite au château de Saché, quand vous regardez le parc... on a l'impression de le voir déambuler encore. Voilà, tout à fait. Pendant que Martine évoque notre écrivain, je découpe les fameuses poires tapées. Puis nous montons les blancs de notre macaronade en y intégrant progressivement 100 g de sucre pour un effet meringué. Nous ajoutons la poudre d'amande à la préparation et laissons la macaronade de côté pour reprendre la pâte sucrée suffisamment reposée et foncer le moule. Ah, on met la confiture. On met la confiture. Mettez tout. Parce que nous sommes des gourmands. Nous parsemons de morceaux de poire tapée. J'y vais quand même généreusement. Oui, allez-y, allez-y. Enfin, nous recouvrons le tout de la macaronade avant d'enfourner la pâtisserie à 180 degrés pour 40 minutes. Eh bien, ça me laisse largement le temps de noter la recette sur mon petit carnet. D'accord. À tout de suite. Si vous souhaitez déguster un nougat de Tours aux saveurs de Balzac, prenez comme Martine pour la pâte 100 g de farine, 25 g de sucre glace, 50 g de beurre, un œuf et du sel. Et pour la garniture, 100 g de sucre semoule, 100 g de poudre d'amande, 4 œufs, une cuillère à soupe de sucre glace, 230 g de confiture de poire au café, 150 g de poire tapée ou séchée, 20 centilitres de café filtre. Je laisse Martine veiller sur sa pâtisserie qui doit poursuivre sa cuisson en douceur et je continue mon périple sur les terres de Balzac. La Touraine me fait l'effet d'un pâté de foie gras où l'on est jusqu'au menton, écrivait l'artiste amoureux de son pays natal. T'es faite en peau de chagrin, comme une fille à marin. Tes larmes vont rouler au rythme des marées. Nous voilà partis pour Vilaine-les-Rochers, un village tourangeau consacré à l'osiériculture, la vannerie depuis plusieurs siècles.
D'ailleurs, Balzac décrit ce village dans le Lys dans la vallée. Et nous allons rencontrer Catherine et Christophe, qui sont osiericulteurs et qui sont aussi vanniers. Donc, ils fabriquent toutes sortes d'objets en osier, et notamment des paniers. Ça devrait m'intéresser. Nous étions allés à Vilaine, où se fabriquent les paniers du pays, nous en commander de fort jolis, écrit Honoré de Balzac dans le Lys dans la vallée. À son époque déjà, la tradition de la vannerie est indissociable de ce village, où se crée, même dès 1849, la première société des vanniers. Aujourd'hui, sur les 150 vanniers professionnels travaillant en France, 34 sont établis à Vilaine-les-Rochers. Christophe Roman est l'un d'entre eux. À la fois artisan vannier et osiericulteur, il passe son temps entre la sculpture et la culture. Alors ici, on est à l'oseraie, c'est-à-dire c'est là où on produit notre matière première, l'osier, tiré du saule. Alors l'osier, par définition, c'est la pousse d'un an du saule, c'est le rejet de l'année. Donc c'est des brins qui n'ont pas de fourche normalement. Et on va commencer la récolte, ça se fait en hiver, quand les feuilles sont tombées, ce qui est le signe que la sève est retournée dans la souche. Son hectare de plantation permet à Christophe d'être autonome et l'inscrit dans une démarche de circuit court qui lui tient à cœur. Il se garantit ainsi une matière première parfaite pour ses ouvrages, un osier souple et résistant à la fois, sans traitement ni pesticides. Bref, un osier 100% naturel comme autrefois. De l'osier, il y en a depuis très longtemps en Touraine. Ça perdure ici parce qu'il y a encore une concentration de vannerie et puis aussi le climat qui donne de bons résultats. D'ailleurs, même Balzac, dans sa littérature, cite les les paniers de Vilaine. L'atelier de vannerie est à 2 pas de l'oseraie. Les plantes qui viennent d'être sélectionnées devront être triées puis calibrées, avant que Christophe, d'ailleurs consacré meilleur ouvrier de France en 1994, mette en œuvre tout son talent de vannier. C'est un fond rond, donc c'est ce qu'il y a de plus basique. En général, quand on commence la vannerie, on commence avec ça. Et on travaille avec 2 brins qu'on entrelace l'un après l'autre. C'est l'entrelac qui fait la solidité de la vannerie. Après, on fait avec 3, 4, ça dépend ce qu'on fait. L'osier, il est préparé, il est trempé avant de le tresser, parce que sec, c'est cassant. Et quand il est souple, comme ça, je peux même l'enrouler sans qu'il casse. On travaille aussi bien le blanc que le brut. Dans notre jargon, on appelle ça l'osier blanc quand il est écorcé. Et sinon, c'est l'osier brut avec l'écorce pour la couleur. Christophe a une maîtrise technique aiguisée du tressage. Sa femme Catherine, également artisan d'art et vannière à ses côtés, aime la part créative de l'activité. Ils forment un duo complémentaire en créant à 4 mains et sont liés par l'exigence et la passion du métier. On connaît notre matière, les mains elles travaillent quasiment toutes seules, on n'a plus que le cerveau qui réfléchit. Sur les méthodes de fabrication, ça n'a absolument pas évolué depuis l'homme de Cro-Magnon. On retrouve dans des pièces fossilisées les mêmes points de travail qu'on utilise maintenant. Ce qui est vraiment plus, dans l'invention, c'est les formes. C'est le plus beau métier du monde et jamais je me lasserai de ça. Bonbonne en osier, panier de vendange, de cueillette, de marché ou création contemporaine, la vannerie est intimement liée à la gastronomie. Catherine viendra nous en parler lors de notre banquet. En route pour ma recette, je fais un arrêt dans une des institutions charcutières du pays afin d'y chercher la spécialité locale, les fameuses rillettes de Tours, qui font la fierté des Tourangeaux depuis le Moyen-Âge. Balzac leur voue une passion et les célèbre notamment dans le Lys dans la vallée en écrivant « Les célèbres rillettes et rillons de Tours formaient l'élément principal du repas que nous faisions au milieu de la journée. » Et il n'hésite pas à comparer les rillons à des truffes cuites. Bonjour. 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 Je viens chez vous pour acheter des rillettes. Oui. Alors, j'hésite entre les rillettes du Mans et les rillettes de Tours. Qu'est-ce que vous me conseillez? Chez nous, ça va être les rillettes de Tours. Elle est facile, elle est facile. Les rillettes de Tours, bien sûr. Les rillettes de Tours, exactement. C'est la spécialité de la maison. Spécialité de la maison. Donc là, on est sur une cuisson longue. On a plus de 6 heures de cuisson. Les morceaux que l'on met dans la marmite, de la poitrine, mais également jambon carré filet. Ah, donc on met des morceaux maigres. Voilà, exactement. Et Ce on qu'on appelle rajoute les du morceaux gras. nobles, tout à fait. Et on rajoute du gras. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr. Les rillettes de Tours ne sont pas très tartinables par rapport à leurs homologues du Mans. Ils sont plus cuites et moelleuses. Et donc, on a l'habitude de servir les rillettes de Tours à la fourchette, puisqu'elles ont une texture avec beaucoup de fibres de viande. Et donc, ça permet de... Voilà. Dans les rillettes de Tours, on essaie d'assécher le produit au maximum. Donc, on fait cuire
à découvert. D'accord. Donc pendant toute la cuisson... On laisse l'eau s'évaporer. Exactement. Et on la remplace par le gras. Exactement. Et en fin de cuisson, on a également un coup de feu. Donc vraiment, on fait bouillir les marmites pour, encore une fois, extraire le maximum d'humidité pour pouvoir conserver le produit. C'est ce qui amène Balzac à parler d'une confiture brune de cochon. Exactement, ça, hein, les brunes confitures de cochon. C'est ça, tout à fait. Allez, je goûte. Allez-y. Allez, je vous accompagne. Très bon. Effectivement, on a vraiment la fibre. Et sont cuits au Vouvray. Voilà, nos cuisines sont au milieu des vignes à Vouvray, donc nous utilisons le vin blanc de Vouvray dans nos recettes. Je me régale. Mais je vais vous en prendre un pot pour un gros comme ça. Pour 6, c'est très bien. D'accord. 500 grammes. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Je file avec mon pot de rillettes sous le bras en direction d'Azel-Rideau, et plus précisément au château de Lillette. Un château Renaissance qui est connu notamment pour avoir abrité les amours de Camille Claudel et d'Auguste Rodin. Auguste Rodin qui a sculpté une célèbre statue de Balzac qui trône aujourd'hui en plein cœur de Paris. Et c'est donc dans ce cadre merveilleux que nous allons cuisiner un pâté de macaroni grâce à Frédéric, qui est une experte en cuisine au point qu'elle donne des cours de cuisine à Tours. Bonjour, je peux entrer? Julie. Bonjour. Bienvenue au château de Lillette. Merci. Bon, moi, je vous apporte ravie de vous accueillir. un modeste pot de rillettes qui va nous servir pour la recette. Bien sûr, pour la fameuse terrine. La fameuse terrine de macaroni. Dites donc, impressionnant, hein, cet endroit. Magnifique château. Nous sommes sur une île. Oui, j'ai vu ça. Complètement isolée. Donc, le château est installé sur un bras de l'Indre. Exactement. Oui. D'où son nom. Islette, en vieux français. Petite île. Voilà. Je pense que c'est la raison pour laquelle Rodin et Camille Claudel se plurent tellement à Lillette. Effectivement, ici, Rodin a sculpté Balzac, mais il n'était pas contemporain de Balzac, et donc il a sollicité un sosie. Mais oui, parce que vous savez que Rodin ne sculptait que d'après modèle vivant. Il posa ici, puisque c'est le lieu, voilà, où il se mit à le sculpter. Et c'était une commande alors? Et c'était une commande de la Société des gens de lettres, présidée par Émile Zola. Et évidemment, c'était pour lui sa première grosse commande un peu officielle. Et nous voilà avec Frédéric, de création en création. On passe de la sculpture à la cuisine. Quelques années après. Ouais, quelques années après, mais avec quand même comme point de convergence Balzac, toujours. Exactement. L'année dernière, on a fêté à Tours les 220 ans de sa naissance. Et à cette occasion, j'ai cherché un peu des recettes. Et puis, j'en ai trouvé certaines qui avaient l'air intéressantes, voire surprenantes, comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Alors direction la cuisine pour découvrir et préparer cette curiosité culinaire, rassemblant tous les ingrédients de prédilection de l'écrivain. Oh là là, quelle jolie cuisine! Alors, ça se présente comment, ce pâté de macaroni? C'est un pâté en croûte et dedans, des macaronis, de la béchamel. C'est vrai que ça fait cuisine un peu ancienne, ça c'est clair, mais ça plaît énormément. Donc Frédéric, aujourd'hui, on va se tutoyer, c'est plus simple, non? D'accord. Je suis ton élève. Frédéric me donne donc les consignes pour préparer la pâte du pâté en croûte qui a la particularité d'être sans œufs. Je mélange donc dans le bol 130 g de farine et 65 g de fécule de maïs. Deuxième chose, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on fait rarement aujourd'hui, c'est qu'on émulsionne du beurre avec de l'eau, du vinaigre, du sucre et du sel. À partir du moment où le beurre devient vraiment plus mousseux, on va pouvoir intégrer la farine. Je mélange le tout à la main. On sent le côté friable, bien beurré, mais léger quand même. Je mets la pâte de côté pour la laisser reposer, tandis que Frédéric prépare 100 g d'emmental et 50 g de parmesan pour réaliser une béchamel enrichie de fromage. Pourtant, beurre farine, tu connais, avec beaucoup de fromage. Et on a une trace de ce plat, de cette recette dans l'œuvre ou la correspondance de Balzac? Alors, on a trouvé cette recette en cherchant, mais dans les écrits de Balzac, surtout, il parle des macaronis à plusieurs endroits, comme quoi il y a un traiteur à Paris qui préparait des plats avec des macaronis, dont un pâté. Voilà. Et il adorait aussi les rillettes de Tours. Et de ce fait, j'ai imaginé d'intégrer les rillettes dans son pâté de macaronis qu'il aimait. Et du coup, ça donne un plat qu'il aurait apprécié. Voilà, je pense qu'il aurait adoré ce plat. Nous versons du lait sur tous nos ingrédients et assaisonnons l'ensemble avec de généreuses quantités de sel, de noix de muscade et de poivre.
Est-ce que tu as eu envie, en arrivant à Tours, de relire Balzac? Je gardais un souvenir un petit peu rude des œuvres de Balzac de quand j'étais adolescente. Voilà, c'est ça. J'avais lu, je me rappelle, forcé, j'avais lu les Chouans. Ouais. Et c'est un roman un peu politique. Oui, historique, politique. Voilà, qui est un peu difficile d'accès. Et c'est vrai que ça laisse des traces. Après, on n'a pas très envie pendant quelques années. Et puis, un peu vacciné, quoi. En revenant ici, effectivement, j'ai lu Le Lys dans la vallée. Et j'ai relu Les Chouans. Qui a été écrit en partie ici et surtout qui chante les beautés de la région. Et c'est ça. Alors, est-ce qu'on est bon là? C'est bien, non? On a une texture bien onctueuse. C'est nickel. Nous intégrons le mélange de fromage et Frédéric apporte sa touche personnelle. Je trouvais que la recette 19e de Balzac manquait un tout petit peu d'une touche verte, tu vois. Oui, je crois que c'était pas sa priorité. Un petit twist, un petit quelque chose. Et l'estragon a ce côté un peu herbe ancienne et un peu rustique, qui va super bien avec notre préparation du jour. Enfin, nous intégrons 125 g de macaroni précuits al dente dans la béchamel pour finaliser notre garniture, sans oublier les fameuses rillettes de Tours. Mais alors, j'ai vu que tu avais des rillettes aussi, toi. Oui, alors, combat de rillettes. Allez, chiche. J'ai des rillettes. Moi, je travaille avec un producteur de rillettes, Rillettes et Terrine, qui ne fait que ça, qui est en plus hyper local, parce qu'il est à Sachet. Ouais. Donc, il est à côté de Sachet. Et là, on voit bien, hein, regarde, c'est quasiment des morceaux entiers. Hein. C'est pas très loin de l'effilocher. Dans ces cas-là, mettons tes rillettes. C'est ta recette, tes rillettes. Oui. Chacun sa rillette. Et moi, je garde mon pot pour le repas, le banquet, comme on dit. On fait comme ça. Alors, moitié quoi? Ça fait 100 grammes. D'accord. On est d'accord qu'au niveau calories, là, on est quand même... On est en début d'hiver. On commence à comprendre comment s'est dessinée la silhouette d'Honoré de Balzac. C'est ça? La farce prête, nous la réservons et nous nous occupons de nouveau de la pâte que nous avons étalée. Donc ça, c'est ton gabarit? Voilà, là je pose mon gabarit, parce que je dois donc remplir un moule à cake. Pour pouvoir recouvrir, refermer, c'est ça? C'est ça, exactement. T'as tout compris. Pour cette étape minutieuse, professeur Frédéric me montre son tour de main. Elle trace le rectangle de pâte qu'elle dispose ensuite dans le moule beurré et fariné. Et pour bien enfermer la garniture, elle accole 2 morceaux de pâte supplémentaires sur les côtés en les soudant au blanc d'œuf. Un vrai travail de pro. Oui, c'est vraiment une question d'expérience. Le premier, il ne faut pas espérer faire quelque chose de transcendant. Puis après, petit à petit, ça se mérite. C'est comme l'écriture balsacienne. Enfin, nous recouvrons la farce en rabattant la pâte que nous dorons au jaune d'œuf et décorons à l'envie. J'ai terminé. Alors, on enfourne? On enfourne à 230 degrés, 220, 230. Pour refaire et déguster un pâté en croûte de macaroni hommage à Honoré de Balzac, réalisez la pâte avec 115 g de beurre, 130 g de farine, 65 g de fécule, 33 g d'eau, 4 g de vinaigre de vin blanc, 4 g de sel fin et 2 g de sucre. Et pour la garniture, prenez 125 g de macaroni, 100 g d'emmental, 50 g de parmesan râpé, 100 g de rillettes de Tours, 75 g de beurre, 75 g de farine, 1 litre de lait, une cuillère à soupe d'estragon séché, une cuillère à café de muscade en poudre, un œuf, du sel et du poivre. Bon, j'ai attrapé une gourmande au passage. Ah là là, je profitais du jardin. Voilà, on est arrivés toutes les deux par l'odeur alléchée. On a l'air sympathique, gourmand. C'est magnifique. Magnifique. C'est très beau à l'arrivée, hein, parce qu'on a des jolies couleurs d'automne. Vous avez un petit creux. Complètement. Alors ça se mange chaud, tiède, froid Alors, je le recommande plutôt chaud ou tiède. Ceci dit, je l'ai goûté froid et en fait, froid, ça se passe très bien aussi. Et donc, les macaronis, à l'époque, au 19e siècle, étaient très populaires. Je pense que c'était une trouvaille du moment. Un peu exotique, tendance. Il est moelleux, tendre. C'est fondant. Je vous admire d'arriver à parler. Finalement, on a réinventé, pour ceux qui connaissent un peu la cuisine américaine, le macaroni and cheese, qui est vraiment la caricature de la nourriture réconfortante du dimanche soir devant la télé, quoi. Sauf que là, on l'a anobli. Oui, attention. Carrément. Merci à Balzac et merci à Rodin. Vous croyez qu'il se serait plu, qu'il se serait entendu? Ah là là. Sûrement, non? Formidablement. Ouais. J'en suis persuadée.
Nous allons également en profiter tous ensemble durant notre banquet balsacien qui va se dérouler à Saché, non loin du château. Mais je ne peux pas clôturer mon voyage sur les pas de Balzac sans un arrêt à Vouvray, au château Moncontour. Grand amateur de vin de Vouvray, Balzac en buvait jusqu'à 4 bouteilles à la fois, ce qui ne faisait que donner un pétillement plus vif à sa gaieté, raconte même son ami et écrivain Théophile Gautier. Bonjour. Bonjour Julie. Ne dérangez pas. Hein. Bonjour, vous êtes Gilles? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc là, on est vraiment sur le lieu de l'appellation Vouvray, AOC-Vouvray. Oui. Alors, il y a plusieurs communes. Là, on est sur la commune de Vouvray, de l'appellation Vouvray. Et les cépages, il n'y en a qu'un, hein, je crois, c'est ça? C'est du chenin uniquement. Et alors vous êtes à la tête de ce vignoble depuis combien de temps? Voilà, mon père a racheté le château Moncontour en 1994 et moi j'ai repris la suite en 2003, donc ça fait 18 vendanges. Et alors le Vouvray a l'image d'une production de vin pétillant, je ne sais pas quel est le terme consacré, mais en réalité il y a aussi beaucoup de vins tranquilles comme on dit, non? Le Vouvray historique, c'est du Vouvray demi-sec. Donc quand même relativement doux. Voilà, doux. De nos jours en fait c'est à peu près 2 tiers de méthode traditionnelle et 1 tiers de vin tranquille. Alors sur l'ensemble de l'appellation, on produit environ 1 tiers de vin tranquille, qui peuvent être secs, demi-secs, moelleux, voire liquoreux. Quand Balzac chante les mérites du Vouvray, il chante quoi? Je pense qu'à l'époque de Balzac, c'était essentiellement du vin tranquille. Est-ce que le vin, dont on imagine qu'il a été goûté et apprécié par Balzac, il existe encore aujourd'hui, ce Vouvray-là? Oui, ouais. Le terroir n'a pas changé. Gilles me propose d'aller le goûter sur la terrasse du château afin de profiter de sa vue majestueuse sur la Loire et de retrouver le nectar préféré d'Honoré de Balzac qu'il comparait à du vrai velours. Alors on commence par quoi, à votre avis? Plutôt par la méthode traditionnelle? Alors, voilà, d'habitude. Qu'est-ce qui pourrait accompagner un apéritif? Pour accompagner un apéritif ou éventuellement un dessert. Et dans sa méthode d'élaboration, de fabrication, en quoi diffère-t-il du champagne? C'est la même méthode. Ce qui change, c'est d'abord le cépage. Ici, c'est le chenin. Chenin blanc, 100%. Et puis le terroir, évidemment. Santé. Longue vie à ce vignoble. C'est à la fois très minéral et aussi très floral. Donc on recherche vraiment quelque chose de délicat. Je goûte maintenant la version liquoreuse de ce vin délicieux qui béatifie, disait Balzac. Pour moi, c'est un vin qui doit être dégusté comme un deuxième dessert. Donc c'est un vin qui est beaucoup plus coloré, hein, on voit la différence. Ah oui, très complexe, hein. Oui. Le nez magnifique. C'est le vieillissement qui apporte cette complexité. On sent le côté un peu gras, un cuir, une surmûrie. Beaucoup de fruits confits et de fruits. Mais même la matière exotiques, est intéressante, ouais. la texture. Hein. L'acidité apporte un bel équilibre et ça rend le vin beaucoup plus digeste. Alors Balzac, on le disait, avait un faible pour le vin de Moncontour, le vin de Vouvray et le château aussi. Alors il a même essayé de faire acheter le château par sa future épouse, Ève Anska, c'est ça? Oui, Madame Anska. On a retrouvé une très belle lettre de Balzac à Madame Anska qui lui vante tous les mérites de Moncontour. Il lui dit combien ils seront heureux dans ce château. Et à la fin, il signe « Moncontour est ma prédilection ». Ah, voilà, c'est donc joli. c'est le nom d'une de nos cuvées. Eh bien, je veux bien emporter quelques Balzac. bouteilles de la prédilection de notre Balzac pour associer les vins avec notre repas. Eh bien, je vais vous donner ces 3 bouteilles-là. Ben, merci. Notre repas est cette fois-ci bien complet. Il n'y a plus qu'à retrouver mes invités à l'auberge du XIIe siècle, une institution à Saché où j'ai rendez-vous avec nos Balsaciens. Yves, le fin cuisinier et directeur de la maison Balzac, est déjà sur place en compagnie d'Isabelle, l'autre grande spécialiste de l'artiste. Ma belle, je te crois. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves. Oh, quelle belle table. À quel endroit aussi? C'est vrai que c'est un habitat très très ancien de Saché. Il se trouve que Balzac a connu ce lieu, puisque déjà à l'époque d'Honoré de Balzac, il y avait une auberge. C'était un certain Barthélemy Chevalier qui tenait cet endroit. Aujourd'hui, c'est un jeune chef de cuisine gastronomique, Kevin Gardien, qui la tient et met toujours Balzac à l'honneur. Frédéric et son pâté en croûte de macaroni font leur entrée. Je sers un Vouvray méthode traditionnelle préconisée par Gilles le vigneron. Et salut Laurent, l'homme aux 1001 confitures, qui apporte le dessert préparé par sa sœur, Martine. À Balzac. À Balzac. Bonjour.
Ah ben voilà. Bonjour Catherine. Bonjour. Oh là là, quel beau panier. Magnifique, confectionné de vos blanches mains. On était en train de trinquer à Balzac. Je peux imaginer que Balzac, à son époque, avait des objets en osier. En tout cas, il célébrait votre métier et les vanniers, notamment dans ses œuvres, hein, dans Lys dans la vallée. Il en parle. Lys dans la vallée, entre autres. Mais Balzac était très rattaché, je pense, à la terre. Il a connu les vanniers de Vilaine aussi, parce que c'est une institution qui est ancienne. Très ancienne. Le repas débute avec l'entrée préférée du maître, à savoir des huîtres. Alors, nous avons un plateau d'huîtres en entrée. Oui, en hommage à ce fameux repas que Edmond Verdel, un éditeur de Balzac, a raconté, où Balzac aurait avalé une centaine d'huîtres. Et il n'y a qu'un seul témoignage d'un repas de Balzac, c'est étonnant quand même. Oh, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Il y a pas mal de repas racontés par Théophile Gautier, qui était un grand ami de Balzac et qui, lui, a participé à des repas chez Balzac. Ça lui a laissé des souvenirs extraordinaires. On sait que Balzac offrait couramment à ses amis des plats recherchés, mais pas forcément des repas équilibrés. Donc il y avait beaucoup de macaronis, par exemple. On trouve le macaroni dans sa correspondance. Il a même acheté une fois un homard. Et on faisait du sauterne sur les huîtres. Ah oui, on aurait pu servir le Vouvray moelleux, alors, liquoreux. Ah, c'est amusant, ça. On a assez peu parlé avec les uns et les autres des femmes de la vie de Balzac. Il y a eu cette fameuse Madame de Berny, qui était la mère par procuration, la protectrice, l'aimante. La première maîtresse. La première maîtresse, bien sûr. C'est vrai que les femmes ont été une source d'inspiration immense, finalement, pour Balzac, qui a su décrire toutes les variétés de caractères de femmes dans la comédie humaine. Il y a George Sand, avec qui Balzac était assez ami, qui la félicite dans une lettre pour la description qu'il a faite d'une scène d'accouchement dans son roman Mémoire de deux jeunes mariés. Et George Sand lui dit « Mon ami, il faut que vous ayez été mère dans une vie antérieure pour comprendre finalement à ce point la sensibilité féminine. » Nous poursuivons cette plongée dans la vie, l'œuvre et les goûts d'Honoré de Balzac avec l'arrivée du pâté en croûte de macaroni de Frédéric. C'est un plat de luxe, c'est ce que Lucien de Rubempré va manger chez Véry après avoir pris un poisson, une perdrix et une bouteille de Bordeaux. Pour lui, c'est le nec plus ultra de la gourmandise. Lucien de Rubempré, attention, ce n'est pas un contemporain de Balzac, c'est un de ses personnages. C'est un de ses personnages. De toute façon, la vie de Balzac et celle de ses personnages se font tellement qu'on ne peut guère les dissocier. C'est ça qui est intéressant chez Balzac. Aujourd'hui, ça paraît évident que le roman raconte son époque, mais à l'époque, c'était très novateur quand même. Balzac a surtout fait du roman un outil au service d'une ambition infiniment plus importante qu'une ambition strictement littéraire, puisqu'il a voulu devenir historien des mœurs et faire pour les espèces sociales ce que Buffon avait fait pour les espèces animales, c'est-à-dire une classification. Donc il a imaginé un système de classification des espèces sociales, et il n'y a que le roman qui permette de préciser ce que sont ces espèces sociales et comment elles vivent. Et si Balzac était vivant aujourd'hui, il ferait des romans pour décrire les espèces sociales contemporaines qu'on ne connaissait pas à l'époque, comme le geek ou le bobo, par exemple. C'est très bon par ailleurs, Frédéric. On est emporté dans la conversation balzacienne, mais c'est délicieux. C'est très très bien ça. Alors c'était déjà un début de Vasarely ou de cubisme. C'est vrai. On est d'accord? C'est artistique. Alors les rillettes, ça c'est quand même une adjonction qui est toute tourangelle pour pouvoir... Mais parce qu'il adorait les rillettes. Étant jeune, il en voyait et il n'y avait pas accès. Donc dans le roman Le Lys dans la vallée, on a le personnage de Félix de Vandenesse, qui est un personnage autobiographique et qui, pendant sa jeunesse, souffre un peu justement à l'école de voir ses camarades qui ont, eux, dans leur panier de pique-nique, des rillettes de Tours. Et Balzac, ça le fait totalement saliver. Contrairement au panier de Félix, notre table est bien garnie et s'enrichit des fameux perdreaux truffés que Balzac décrit aussi bien dans Eugénie Grandet, Les illusions perdues ou Splendeur et misère des courtisanes. C'est dire s'il les aimait. On va faire circuler ensuite. Je suis très impressionnée. Quelle compétence! Assurément. Autant vous donner envie de manger votre perdreau, de lire Balzac. Il est bon. Le perdreau est très bon. Vous entendre parler, ça me donne vraiment envie d'en relire et je vais en acheter et je vais en relire. Ça me donne envie de l'écouter. Ah oui. Pas seulement lire, mais écouter les livres. C'est vrai, aujourd'hui, on a la possibilité d'écouter. C'est vrai que Balzac fait souvent peur. Nous, on a nos visiteurs qui viennent au musée qui sont presque un peu effrayés parfois. Ah bon? Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs de leur lecture imposée au lycée. Et en ressortant du musée, on les voit un peu
rassuré, puis prêt à réattaquer de nouveau Balzac, de se replonger dans cette lecture. Ce que j'explique aux visiteurs, c'est qu'il faut vraiment se chausser de lunettes d'enquêteur lorsqu'on est en train de lire Balzac, parce que chaque détail compte. Le fait d'avoir choisi un perdreau aujourd'hui, Yves, pour ce repas n'est absolument pas anodin. Je vois tout à fait ce que cela veut dire, du point de vue alsacien. C'est vrai que dans le même roman Eugénie Grandet, le père Grandet, pour d'autres convives, va choisir à un moment donné un bouillon de corbeau. Là, vous voyez, je pense qu'on aurait beaucoup moins apprécié. C'est très très bon, Yves. Ouais, nous clôturons le repas par le nougat de Tours, adapté par Martine, avec la confiture de son frère Laurent. C'est amusant, Laurent, d'avoir imaginé récupérer les fruits à manger finalement des voisins, des locaux, pour faire des confitures, en échange de quoi ils reçoivent des pots de confiture. Ils ont droit à avoir quelques pots de confiture. Très jolie idée, je trouve. On s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes dans les jardins de particuliers. Du coup, on récupère ça et on va aller travailler. C'est ce qui fait qu'on a des toutes petites quantités de confiture. Avec des variétés parfois voilà, très atypiques. C'est vraiment trop bon. On n'aurait jamais pensé faire réhydrater de la porte à paix avec du café. Ça marche avec beaucoup de choses. Ce qu'on voulait, c'est garder un croquant, un peu comme le fruit confit. Mais c'est très bon. Ah oui, c'est pas sucré. Je sers le Vouvray liquoreux de notre ami vigneron pour accompagner cette douceur. Et Laurent profite pour faire déguster sa confiture très fruitée et peu sucrée. On a une 30% de sucre ajouté, en gros. Effectivement, en dessous d'un certain seuil de sucre, on n'a plus le droit de rentrer dans la catégorie confiture. Alors, on sera confiture jusqu'à 55% de fruits. On sera confiture extra à partir de 65% de fruits. Et en deçà, on n'est plus confiture, ce sera donc une préparation. Vous avez pourtant le droit de vous appeler confiture. Je ne vends pas une confiture, là. C'est marqué l'instant Balzac. 1001 confiture. Voilà. Malin. C'est là où on peut... Nous allons quitter à regret la table de Balzac. J'espère qu'on vous a donné à voir un aspect de la personnalité de ce génie révolutionnaire qui nous a offert le miroir du monde à travers son œuvre, finalement, une topographie sociale qui s'appliquait aussi à la table et que l'on vous a donné envie de cuisiner des repas balsaciens, de les organiser chez vous et surtout de continuer à suivre l'émission Les Carnets de Julie autour des artistes et gastronomes. Salut!